Bonjour, vidéo suite de nos cours sur les échanges gazeux, sur la libération ou la fixation de l'O2 sur l'hémoglobine. On a vu la courbe de Barcroft avec la saturation de l'hémoglobine en O2 au niveau alvéolaire avec une PO2 de 14 kPa et la saturation de l'hémoglobine en O2 au niveau tissulaire avec une PO2 voisine de 4. Et ça nous permet de calculer le pourcentage d'O2 libéré au niveau des tissus. On vous demande dans le programme de maîtriser ce qui se passe lors d'un effort musculaire, par exemple. Quelle est l'influence du pH, du CO2 ou de la température sur le pourcentage de saturation en hémoglobine? Comment ce pourcentage varie si je fais varier mon pH, si je fais varier le CO2, si je fais varier la température. Or, lors d'un exercice musculaire, ces trois paramètres vont changer. Si je prends par exemple ici, c'est la PCO2. Vous voyez que, par exemple, si je me place à une PO2 très élevée, que je varie ma PCO2, c'est-à-dire à 20, alors millimètres de mercure ou kilopascal, c'est la même chose. Si je fais une PCO2 de 20, de 40 ou de 60, donc trois courbes différentes, donc trois atmosphères différentes, si je me place pour une PO2, c'est toujours la PO2 ici en abscisse, voisine de 100, j'aurai pas une grande différence. Par contre, au niveau tissulaire, pour une PO2 voisine, on va dire de 40, on va la placer à 40, si ma PCO2 est de 60, j'ai une saturation de 60%. Si j'ai une PCO2 de 40, elle est plutôt supérieure à 70%. Et pour une PCO2 de 20, c'est la PCO2 ici qui varie, j'ai une saturation d'hémoglobine en O2 de 80. J'ai toujours la saturation d'hémoglobine en O2 en ordonnée et toujours la PO2 en abscisse. Donc plus ma PCO2 augmente, 20, 40, 60, vert, rouge, bleu, plus ma PCO2 augmente, plus la saturation d'hémoglobine diminue. On voit bien que la PCO2 ici est pour la courbe verte, elle serait de supérieure à 80. Je passe de vert à rouge, je passe de 20 à 40, j'augmente bien ma PCO2 et je vais diminuer ma saturation et j'augmente encore la PCO2 avec une valeur de 60 kPa ou millimètres de mercure et j'aurai également une saturation d'hémoglobine qui aura diminué puisque je passe de supérieur à 80, inférieur à 80 et à peine supérieur à 60. Donc on arrive à la conclusion, plus la PCO2 augmente, plus la saturation d'hémoglobine diminue. Si maintenant je fais varier le pH, ici j'ai toujours ma saturation à 100%, de 0 à 100% d'hémoglobine en O2, je fais varier ma PO2, par contre je trace mes courbes à 3 pH différents, 7,6, 7,4, 7,2. La courbe verte a un pH plus élevé, la courbe bleue a un pH plus faible. Plus mon pH diminue, plus ça devient acide. D'accord? Et je vois ici, si je traçais ma courbe, je crois que je l'ai fait quelque part, ici, voilà. Si je trace différentes courbes à différents pH, je vais pouvoir dire plus le pH diminue, est-ce que ma saturation augmente ou est-ce que ma saturation diminue? Puisque je vous rappelle qu'on se pose la question, quelle est l'influence du pH, du CO2 ou de la température sur la saturation? L'influence, ça veut dire si mon pH augmente, est-ce que ma saturation augmente? Si mon pH diminue, est-ce que ma saturation augmente ou diminue? C'est ça que l'on veut savoir. Donc ici, mon pH, j'ai quatre courbes. Courbe marron, beige, rouge, verte. Courbe marron, pH, je regarde 7,94. Je prends ma dernière, la verte, 7,36. Donc je passe de 7,94 à 7,36. C'est-à-dire quand je passe de marron, beige, rouge, vert, mon pH diminue. Puis je passe de 7,9, 7,7, 7,5, 7,36. Donc là, plus je passe de la courbe marron vers la courbe verte, plus ça devient acide. Mon pH diminue. Si je me place à une PO2 supérieure à 14, c'est-à-dire ici, je serai toujours à 100%, ça n'a aucune influence. Je n'ai aucune influence de la variation du pH sur la fixation de l'O2 au niveau pulmonaire.
avec une PO2 de 14. Maintenant, je me place au niveau tissulaire. PO2 de 4 kPa au millimètre de mercure. À 4, je trace ma courbe. Pour un pH, la courbe verte, on regarde, c'est un pH faible, 7,36. 65 à peu près en saturation d'hémoglobine en O2. Je prends la courbe la plus élevée, la marron, pH 7,94. Saturation de l'hémoglobine de 90. Donc si je veux construire ma phrase, plus le pH diminue. Le pH diminue, ça veut dire que je vais dans le sens de la gauche vers la droite, de la courbe marron vers la courbe verte. Le pH de la courbe verte est bien plus faible que le pH de la courbe marron. Donc si mon pH diminue, ma saturation passe de 90 à 83 à 76 à 65. Donc plus le pH diminue, plus la saturation de l'hémoglobine en O2 diminue. Ça va dans le même sens. Alors que ici, plus la PCO2 augmente, plus la saturation diminue. Donc ici je reprends, plus le pH diminue, je passe bien de la courbe marron qu'un pH 7,9 à la courbe verte un pH 7,3. 7,9, 7,3, mon pH diminue, il devient acide, plus ma saturation diminue. Quel est l'effet de la température ici? Je fais une courbe à 10 degrés, à 20, à 38 et à 43. On va prendre 38 et 43. On imagine qu'en abscisse, je n'ai pas trouvé, là dans ce que je cherchais, en abscisse, la PO2, toujours en kilopascal, et la saturation en ordonnée. Je me place à peu près ici pour une PO2 de 4. Eh bien, ma saturation, on voit bien qu'elle est plus élevée à 38 qu'à 43. Donc plus ma température augmente, plus ma saturation diminue. Puisque 38, je suis entre 60 et 80, allez, on va dire 70, c'est peut-être un peu plus. 43 degrés, je suis au-delà de 40, mais je ne suis pas à 50, allez, 44. Je vois bien que si ma température augmente, donc courbe verte, courbe jaune, pour une valeur de PO2 donnée, c'est-à-dire à 4, je trace mon trait noir, ma saturation de l'hémoglobine en O2 diminue. Tout ça est résumé là-dedans. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de comparer les conditions d'un organisme au repos et à l'exercice physique ou en activité. Au repos, un muscle au repos, la température est 37. Le pH est de 7,4 et la PCO2 elle est de 5,3. Vous courez 3 heures, bon, même pas, vous courez une demi-heure. La température augmente, ça c'est facile, vous touchez vos cuisses et c'est plus chaud. Le pH diminue, vous ne pouvez pas le mesurer, ça. Je vais vous l'expliquer. On va libérer des molécules acides au niveau des mitochondries. On va fabriquer de l'acide, donc notamment de l'acide lactique qui peut vous donner des crampes. Donc le pH va diminuer. Et la PCO2 va augmenter. La PCO2 va augmenter parce que plus vous courez, plus vous avez besoin de fabriquer de l'ATP. Plus vous avez besoin de fabriquer de l'ATP, plus vous brûlez du glucose, entre guillemets, et vous produisez du CO2. Je vais y revenir. Bon, je peux y aller tout de suite. Ici, notamment. Non, parce que il n'y a pas le CO2 ici, j'aurais dû le rajouter. C'est pas grave. Plus on court, plus on a besoin d'O2, on y reviendra, plus il faut fabriquer de l'ATP, plus je consomme du glucose. Là, le pyruvate, on l'appelle également acide pyruvique. Donc, plus je fabrique de l'ATP, plus je fabrique des acides. Donc mon pH diminue. Là, je n'ai pas l'explication du CO2 et de la température. Ici. Ma mitochondrie, elle est ici. Vous voyez, j'ai fait une mitochondrie là, et elle est ici. Ça, c'est une cellule en noir. Lors d'un exercice physique, je contracte des muscles. Il faut de l'ATP. Ça, vous savez ça. Où est-ce que je fabrique l'ATP? Dans une mitochondrie. Qu'est-ce qu'il me faut pour fabriquer de l'ATP? De l'O2. Et du glucose. C'est pas... Si, voilà, c'est là. Des molécules carbonées. Voilà ce qu'il me faut pour fabriquer de l'ATP. ATP nécessaire à l'exercice physique. Quand je dégrade mon glucose, C6H12O6, en présence d'O2,
6 molécules d'O2, je fabrique 6 CO2. Donc plus je dégrade du glucose en consommant de l'O2, plus je produis du CO2, donc ma PCO2 augmente. Plus je dégrade du glucose, plus je fabrique du pyruvate et des molécules organiques acides. Mon pH devient acide, donc mon pH baisse. Lors de l'exercice physique, la PCO2 augmente parce que j'ai besoin de fabriquer beaucoup d'ATP et mon pH diminue. Lors de l'exercice physique, mon pH diminue, ma PCO2 augmente. Ma température augmente, ça vous le constatez. Vous vous mettez à courir, vous allez toucher vos joues, vos cuisses, ça va être beaucoup plus chaud. Donc ça, je reprends, mais je vais aller vite. Là où j'ai ça, la mitochondrie. Je fabrique de l'ATP avec la mitochondrie. Pour fabriquer l'ATP, il me faut de l'O2 et il me faut des molécules carbonées telles que du glucose. Je fabrique du CO2 quand je fabrique de l'ATP. Donc, plus je fabrique, plus je cours, plus j'ai besoin d'ATP, plus je fabrique du CO2. Donc ma PCO2 augmente. Plus je cours, plus j'ai besoin d'O2. Donc il va falloir que l'O2 se détache de l'hémoglobine et aille dans les mitochondries. Je vous rappelle que l'O2 est transporté par l'hémoglobine, se fixe au niveau pulmonaire, mais doit être relargué dans les cellules pour aller dans les mitochondries. Donc il va falloir qu'elle se détache, l'O2, de l'hémoglobine. Et c'est ça que l'on va étudier. Est-ce que ça se détache plus facilement ou moins facilement lors de l'exercice physique? Et on va l'étudier avec des courbes. On sait que lors de l'exercice physique, la PCO2 augmente. On sait lors de l'exercice physique qu'on fabrique des molécules acides. Donc le pH diminue, il devient plus acide. On sait que la PCO2 augmente. Tout ça vient de la production d'ATP. La température, vous le constatez que la température, ça ne doit pas être marqué ici, non, que la température, eh ben, elle augmente lors de la production de l'ATP. L'exercice ou l'activité physique implique une augmentation de l'activité des cellules musculaires. Il faut produire davantage d'énergie nécessaire à leur contraction. Du coup, les cellules produisent davantage de déchets comme le CO2. C'est même les mitochondries qui produisent le CO2 dû à la dégradation du glucose. D'où une augmentation de la PCO2. Les mitochondries fabriquent des acides comme l'acide lactique. Ça va diminuer le pH. Le pH devient acide. On parle d'acidose. Et une partie de l'énergie produite se dissipe sous forme de chaleur. Lorsqu'on contracte un muscle, on dégrade la molécule d'ATP et quand on dégrade la molécule d'ATP, il se produit de la chaleur. Augmentation de température corporelle, hyperthermie. Donc en activité, là maintenant c'est bon, c'est pour vous, compris, la température augmente, le pH diminue, il est plus acide, la PCO2 augmente. Quelle influence cela va avoir au niveau de la saturation de l'hémoglobine en O2? Quelqu'un qui est au repos, c'est la courbe 1. Donc courbe normale que l'on a déjà étudiée, cette courbe-là. Voilà. Cette courbe-là à gauche, voilà, courbe normale. Quelqu'un qui est au repos. On sait calculer la saturation de l'hémoglobine pour une forte PO2 au niveau alvéolaire, 14 kPa. On sait mesurer à 4 kPa. Quelqu'un qui fait un exercice physique, on va noter, si on construit la courbe, qu'elle se décale vers la droite. On appelle ça une courbe qui se décale vers la droite. À 14 kPa, on voit qu'il y a zéro différence. J'aurai toujours une hémoglobine saturée près de 100%, c'est-à-dire au niveau des alvéoles pulmonaires. L'exercice physique ne fait pas, comment dire, que l'hémoglobine fixe mieux ou moins bien l'O2. C'est exactement pareil qu'au repos. Par contre, à l'effort, pour une PO2 de 4 kPa, ben la courbe violette ne donne pas les mêmes valeurs du tout de saturation d'hémoglobine. On voit que là, la courbe 2, le pH est plus faible, acidose, la température est plus élevée, hyperthermie, la PCO2 est augmentée, on appelle ça une hypercapnie,
Que ce soit pour une, ces deux ou ces trois conditions, baisse pH, augmentation de température, augmentation de PCO2, on aura la courbe violette. Et pour une faible PO2, vous allez calculer ça, hein, il y a des calculs à faire ici, on peut déjà voir que la saturation elle sera plus faible. Donc il va falloir calculer la quantité d'O2 libérée quand dans un exemple d'activité physique. Quelqu'un qui présente une activité physique, il aura la courbe violette. Quelle est la quantité d'O2 libérée pour la courbe violette, c'est-à-dire à l'effort, un muscle en activité ou des muscles en activité, et quelle est la quantité d'O2 libérée sur ce graphe pour un individu au repos. Courbe 1. Donc, on va en reparler en séance Discord. Qu'est-ce que l'on peut voir? Les effets de l'exercice musculaire n'ont aucune influence sur l'affinité. L'affinité, c'est la capacité d'attraction. Aucun effet au niveau alvéolaire pour une PO2 de 14. Le pourcentage de saturation reste proche de 100%. Par contre, au niveau tissulaire, l'acidose, c'est-à-dire baisse de pH, l'hypercapnie, augmentation de PCO2 ou de CO2, et l'hyperthermie entraînent un décalage de la courbe de saturation de l'hémoglobine en O2 vers la droite par rapport à la courbe 1 qui est la courbe verte. Ce décalage indique que pour une même PO2, je me place ici, même PO2 à 4, par exemple 4, les effets de l'exercice musculaire diminuent l'avidité de l'hémoglobine pour l'O2. Si on a une diminution de l'affinité ou de la saturation, c'est la même chose, hein, saturation-affinité, ça veut dire que la différence entre la saturation pulmonaire et la saturation tissulaire, elle est plus grande par rapport à la courbe bleue au repos. Donc, si la saturation est plus faible au niveau tissulaire, il y a moins d'O2 de fixé, donc il y a une plus grande quantité d'O2 libérée. On observe une libération facilitée de l'O2. Ça s'appelle l'effet Bohr. Lors d'un exercice musculaire, il y a une baisse du pH, une augmentation de la température, une augmentation de la PCO2, on observe une augmentation de libération de l'O2 par l'hémoglobine. Je ne veux pas donner les valeurs là parce que je vais vous demander de les calculer. Cette augmentation de libération en pourcentage d'O2 de l'hémoglobine, ça s'appelle l'effet Bohr. Et les conditions de l'effet Bohr, c'est baisse de pH, augmentation de la température, augmentation de la PCO2. Donc je vais vous demander de calculer pour jeudi, notre prochaine séance Discord 28 mai, quelle est la saturation de l'hémoglobine en O2 pour une PO2 de 14, courbe 1 repos, de 4, excusez-moi, de 4. PO2 de 4 kPa, courbe 1 repos. La saturation en O2 de l'hémoglobine pour une PO2 de 4, courbe 2, muscle en activité. Et calculer le pourcentage d'O2 libéré au niveau des cellules lors de l'effort. Je pense que j'ai fait une petite erreur, je modifie parce que c'est pas logique de, de demander ça. Non, ouais, j'aurais pu augmenter. Je vais reformuler mes questions là par rapport au cours. Vous allez me calculer au repos quelle est la quantité d'O2 libérée avec la courbe 1. Et vous allez me calculer, après avoir calculé la saturation de l'hémoglobine en O2 pour une PO2 de 4, vous allez me calculer la quantité d'O2 libérée à l'effort. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, il faut calculer la quantité d'O2 libérée au repos, calculer la quantité d'O2 libérée à l'effort. Je pense que ça méritait une question en plus. La batterie faible. Je vais déménager. Excusez-moi, j'étais en extérieur. Alors, calculer le pourcentage. Attendez, voilà, c'est bon. Calcul du pourcentage d'O2 libéré par l'hémoglobine au niveau des cellules lors de l'effort. Vous pouvez rajouter calcul du pourcentage d'O2 libéré par l'hémoglobine au niveau des cellules au repos.
et vous allez me comparer le pourcentage de libération d'O2 libéré, enfin, pourcentage de libération d'O2 par l'hémoglobine et différence entre le repos et l'effort. Là, je pense que vous avez compris cette question, puisque j'ai introduit le cours par cela. Pourquoi l'hémoglobine doit-elle libérer plus d'O2 aux cellules lors de l'effort? Vous allez me quantifier cela et me répondre pourquoi. Donc voilà ce qui peut faire varier la libération d'O2 par l'hémoglobine, c'est-à-dire le pH, la température et la PCO2. Mais ça, c'est physiologique. On a des circonstances physiologiques où le pH varie, la température varie, la PCO2 varie. C'est l'exercice physique. L'exercice physique est une condition physiologique normale où ces paramètres vont varier. Je rappelle, la PCO2 augmente, le pH diminue et la température augmente. Ce qui n'est pas physiologique, qui peut faire varier également le pourcentage de saturation d'hémoglobine en O2, c'est le monoxyde de carbone, qu'on appelle CO. Monoxyde de carbone, CO. On a un cas clinique ici à étudier. Lors de son arrivée en urgence, François présentait une cyanose. Vous allez me donner la définition d'une cyanose. Une cyanose des extrémités, c'est-à-dire extrémités des doigts notamment. Cela traduit une diminution de la quantité d'O2 distribuée par le sang au tissu. Ça s'appelle une hypoxie, terme à retenir. Je poserai des questions Discord sur ça. Diminution de la quantité d'oxygène distribuée par le sang au tissu. Hypoxie. À la suite d'une diminution de la teneur du sang en O2, hypoxémie. Donc diminution du sang d'O2 dans le sang, hypoxémie. Diminution d'O2 dans les tissus, hypoxie. On parle d'hypoxie tissulaire. Donc, il faut bien comprendre, on n'a pas assez d'O2 dans le sang, donc pas assez d'O2 dans les tissus. Pourquoi il n'y a pas assez d'O2 dans le sang? Cette personne-là, c'est dû au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, CO, c'est un gaz incolore inodore qui est présent dans la pollution atmosphérique, qui est présent dans les fumées d'incendie et également les fumées de tabac. C'est également présent dans les fumées dans ce qui est rejeté par des chaudières mal entretenues. Il peut y avoir des intoxications au CO l'hiver quand les gens rallument leurs chaudières et des chaudières qui sont mal entretenues. Quel est le problème? L'affinité, donc l'attraction de l'hémoglobine pour le CO, le monoxyde de carbone, est 240 fois plus forte que pour l'O2. Donc le CO est 200 fois plus fortement attiré que l'O2 par l'hémoglobine. Donc le CO se fixe à la place de l'O2 sur l'hémoglobine et en forme de la carboxyhémoglobine. Si le CO prend la place, l'O2 n'a plus de place pour se fixer. Du coup, il y a moins d'O2 à être fixé à l'hémoglobine, donc moins d'O2 dans le sang. On a bien une hypoxémie, ce que l'on a vu ici. S'il y a moins d'O2 dans le sang, il y aura moins d'O2 délivré au tissu, donc hypoxie. Et ça peut être mortel. C'est mortel, c'est pas que ça peut être mortel, il y a beaucoup de morts chaque hiver liées à ça. Il y a eu des très petits, 2 ou 3 adolescents à Saint-Brieuc qui sont décédés parce que comme c'est inodore et incolore, on meurt par asphyxie sans s'en rendre compte, on s'endort et on ne savait jamais. Et c'est arrivé à des petits jeunes à Saint-Brieuc qui étaient dans un appartement, très souvent inoccupé, qui avait fait, alors je ne sais plus si c'était avait rallumé une chaudière ou pas, et ils sont décédés. L'O2 ici, qui est dans l'alvéole, 2 petites boules rouges, oxygène, ça diffuse, ça va dans le globule rouge, ça se fixe à l'hémoglobine. Voilà la fixation de l'O2 sur l'hémoglobine qui est schématisée. O2 et CO. CO, monoxyde de carbone. Donc un carbone, un oxygène. O2, 2 oxygènes. Si j'ai un mélange des deux, le monoxyde de carbone se fixe. Sauf que le monoxyde de carbone, il ne va pas être utilisé par les mitochondries pour fabriquer l'ATP. Et il se fixe 200 fois plus fortement que l'O2. Donc il n'y a pas de place pour l'O2. Donc l'O2 n'est plus transporté. Pas d'O2 dans le sang, hypoxémie. Pas d'O2 qui va aller dans les cellules
dans les mitochondries. S'il n'y a pas d'O2 dans les mitochondries, pas d'ATP. Et la personne meurt par asphyxie. On a ça avec différentes vignettes. Ici, l'hémoglobine qui peut fixer 2 molécules d'O2. L'hémoglobine carries oxygen and carbon dioxide. Donc le CO2 qui est fixé également à l'hémoglobine, pas sur les mêmes parties, on l'a vu, ou l'oxygène. Si on a du monoxyde de carbone qui vient se fixer ici, ça va empêcher l'oxygène de se fixer. Vous voyez que l'oxygène, il va essayer et puis il va repartir parce que lui se fixe tellement fortement qu'il ne laisse pas la possibilité à l'oxygène de se fixer, d'où une asphyxie. Ici, l'oxygène, normalement, va jusqu'aux mitochondries. Le CO qui provient des fumées, de la pollution, de la cigarette, il y a beaucoup de CO dans la cigarette, dans la fumée de cigarette, va aller se fixer sur l'hémoglobine et empêche l'O2 de se fixer. Et encore, voilà, c'est la même chose. L'hème, en son centre, il y a un Fe de plus qui fixe l'O2 en temps normal. S'il y a du CO, le CO prend la place. Donc là, c'est 200 fois plus fortement, 250 fois, dans le cours, c'est 240 fois. Bon, c'est dans cet ordre d'idée-là. Ça empêche l'O2 de se fixer. Je pense que ces schémas vous auront permis de bien comprendre ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a pu voir quelle était l'influence, ici surtout, de la température, du pH, de la PCO2 sur la saturation de l'hémoglobine en O2. Et ça correspond, ces trois conditions-là, à l'activité musculaire. Donc vous me calculez la libération, le pourcentage de libération d'O2 au repos, le pourcentage de libération d'O2 à l'effort. Ça augmente, ça diminue. Et pourquoi? Bon courage et à la prochaine séance Discord, c'est-à-dire dans 2 jours.